Et ça le point. Exactement, comme à l'époque, juste avant Einstein, sa nécessité pour la relativité restreinte, c'est une incompatibilité théorique entre deux théories. Et en fait, c'est un peu ça le moteur de l'évolution, c'est que vous avez deux... En fait, dès que vous avez une théorie, il faut la croire et la pousser. Donc, en général, vous la vérifiez par les expériences en laboratoire. Vous arrivez à quantifier son domaine de validité. Vous dites qu'elle est valable dans telle condition, telle condition, telle condition. Mais vous devez, pour un théoricien, on doit l'extrapoler le plus possible, toujours, jusqu'à ce qu'on tombe à un problème. Il y a deux types de problèmes sur lesquels vous allez tomber. Soit vous allez faire une prédiction qui est incompatible avec l'expérience, et là c'est l'expérience qui vous dit votre théorie elle est plus valide, donc il va falloir l'étendre, il va falloir la modifier. Soit elle rentre en contradiction avec l'extrapolation d'une autre théorie, ce que j'appelle des collisions de théorie. Et quand vous avez une collision de théorie, vous avez finalement deux réponses qui ne sont pas cohérentes, parce que vous avez extrapolé une théorie ici qui marchait très bien, et une théorie ici qui marchait très bien. Et bien au moment où vous avez besoin des deux, ça ne colle plus, et donc là vous savez que vous allez devoir créer un nouveau cadre théorique qui enveloppe les deux, et qui dans certaines limites va se restreindre à cette théorie ou à cette théorie. Et ça c'est difficile parce que c'est pas simplement étendre les équations d'une théorie et de l'autre, en général c'est pas ça, ça va être trouver un nouveau cadre mathématique pour reformuler tous les anciens objets qu'on avait en termes d'un nouvel objet mathématique qui, dans certaines conditions, va donner comment on appelle ça, les objets mathématiques de la première théorie ou de la seconde théorie suivant le contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, c'est-à-dire c'est juste une question d'expérience. Alors on va parler de cette collision de théories finalement entre les théories microscopiques et la théorie de l'espace-temps, disons, le champ de l'espace-temps. Avant d'en arriver là, cette collision-là est arrivée dans des circonstances particulières, enfin dans une description du monde qu'on a essayé de faire, qui concerne maintenant l'univers dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu, pour arriver à faire la cosmologie physique, et faire de la cosmologie une science, avant que ça soit plutôt des mythes, ou plutôt des descriptions, plutôt de l'imagination, pourquoi est-ce qu'il a fallu d'abord avoir une théorie de l'espace-temps, finalement? Comment on a pu commencer à faire la cosmologie au moment où on a eu cette théorie de l'espace-temps d'Einstein? Donc pour l'instant, j'ai parlé des lois de la nature. Et ensuite, donc ça vous donne des équations, et puis après, il faut être capable de les résoudre, et pour répondre à certaines questions. La cosmologie, c'est la question de savoir, finalement, quelle est la structure de notre univers. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut être capable de définir ce qu'on appelle notre univers. Donc là, il y a déjà une question qui dépasse la question physique, c'est qu'est-ce que je veux décrire comme objet? Si vous allez à l'époque de la Grèce, par exemple la Grèce antique, eh bien l'univers, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le système solaire, qui est contenu à l'intérieur d'une sphère qu'on appelle la voûte céleste, sur laquelle sont déposées les étoiles. Et cette sphère, elle tourne autour de nous, et puis on ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a au-delà de ça. Donc on veut décrire le système solaire. Ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire jusque très tard, finalement, parce qu'on s'est posé la question de l'existence d'étoiles au-delà, disons, qui n'étaient pas sur une sphère et qui continuaient dans l'espace que très tardivement. Le premier à essayer de faire une carte de ce qu'on a appelé plus tard notre galaxie, c'est William Herschel. Donc ça, c'est déjà assez tardif. La question de savoir s'il existait d'autres galaxies, c'est une question qui se pose à la fin du 19e siècle, qui au début du 20e va être vraiment un sujet de controverse en astronomie, qu'on va appeler le grand débat entre deux grands astronomes, Shapley et Curtis, et qui va être tranché par Edwin Hubble grâce à des développements technologiques qui vont être le développement de grands télescopes, pour prouver que certaines nébuleuses, en fait, ne sont pas à l'intérieur de notre galaxie, mais sur d'autres galaxies identiques à la nôtre. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le champ de ce qu'on va appeler l'univers va complètement exploser. On va se rendre compte qu'il existe des centaines de milliards de galaxies observables, et qu'on va commencer à faire les grands catalogues de galaxies. Et là se pose la question de savoir est-ce que notre univers est infini, est-ce que notre univers est fini, et qu'est-ce que l'on veut décrire. Donc ça, c'est déjà, je veux dire, le côté observationnel. C'est parce que les observations nous ont permis d'observer un univers toujours plus grand, toujours plus complexe, que ce qu'on a voulu mettre sous le chapeau univers a augmenté avec le temps. C'est vraiment un résultat d'un progrès technique, finalement. Ça, c'est on a des grands télescopes, on a des meilleurs détecteurs, on sait faire de la photographie, par exemple, maintenant c'est de l'électronique. Et donc ce moteur technique a permis d'embrasser un nombre de plus en plus grand d'objets, et donc un volume d'espace, de temps finalement, de plus en plus grand aussi. Exactement, il y a plus de choses. L'univers, si on prend ça comme l'ensemble des choses qui existent, eh bien, si vous avez plus que le système solaire, il faut décrire les autres galaxies. Donc ça, c'est la première chose, et je veux dire, cette côté descriptif, on pourrait appeler ça plutôt de la cosmographie, c'est un peu de la géographie, on va dire qu'il y a des galaxies comme ci, il y a des galaxies comme ça, on va les classer. Du cosmos. La géographie du cosmos. Et pendant très longtemps, on a pensé que cet univers, il était éternel, puisque c'est comme ça, on a grandi dans l'idée d'un univers qui était éternel et qui ne changeait pas.
Et en fait, c'est à partir de 1915 et à partir du moment où on a eu la théorie de la relativité générale que là, on a dû complètement changer notre vision de savoir ce que c'était que la cosmologie. Puisqu'on avait une théorie qui nous parlait de l'espace-temps, qui était capable de nous dire quelle était la structure de l'espace-temps, et bien tout de suite, il y avait un programme scientifique qui en est sorti, qui peut appeler le programme de cosmologie scientifique, qui était de savoir quelle est la géométrie de notre univers à nous. Donc ça, c'est une question qui est une question naturelle. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Et en fait, on peut se rendre compte qu'on n'est pas capable de répondre à cette question, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons fondamentales. Les raisons techniques, c'est que, d'un point de vue mathématique, ces équations, c'est des équations très compliquées. C'est des équations, donc il y a 10 équations pour 10 fonctions à 4 variables, qui sont des équations aux dérivées partielles, non linéaires et couplées. Pour ceux qui n'ont jamais fait de maths, ça ne veut rien dire, c'est du chinois. Pour ceux qui en ont fait, ils se rendent compte que personne ne sait résoudre ces équations-là. Surtout qu'on ne fait pas, c'est du chinois, mais la réponse c'est le bordel. C'est le bordel. Et surtout, c'est même pas qu'on ne sait pas les résoudre, si on n'est même pas capable de prouver qu'il existe des solutions. On n'est pas, voilà, tout ce genre de questions que sur les types d'équations habituelles qu'on apprend à l'école, on peut prouver qu'il existe une solution, qu'il y en a une infinité, qu'il y en a 2, qu'il y en a 15. Là, on n'est pas capable. Donc il y a un problème mathématique. Il y a des mathématiciens qui travaillent sur ce genre d'équations, mais on n'est pas arrivé à ce degré de sophistication. Donc ça, c'est un problème technique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas résoudre, parce que vous pouvez toujours imaginer mettre ces équations dans un ordinateur et résoudre ce type d'équations dans un ordinateur, si vous aviez des ordinateurs suffisamment puissants.